Eh bien bonjour, bon vendredi à tous madame, messieurs et bienvenue donc à cette édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle de nécrologie avec le patriarche, le bâtisseur qui tire sa révérence. C'est le grand titre du journal. Le maire de Bana, Joseph Kadi de Fosso, créateur de la Kadi Beer, a rendu l'âme hier donc dans un hôpital de Johannesburg en Afrique du Sud. Zoom sur la vie d'un capitaine d'industrie et d'un patriote distingué et reconnu. C'est dans le dossier que propose la nouvelle expression de la page 2 à la page 5. Le journal parle également de la présidentielle 2018, un complot en Zoom, en zone anglophone. Le Social Democratic Front révèle que des réunions au sommet de l'État sont en cours donc, pour empêcher le vote dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est en page 7 du journal. Le journal parle également de la NAFOOT avec le flou sur le centre de formation. L'ouverture de la structure est prévue en septembre prochain, mais les dirigeants ne donnent pas plus de détails sur la disponibilité même des installations devant donc abriter les pensionnaires. C'est en page 10 de ce numéro, la nouvelle expression qui est dans les kiosques ce matin, tout comme l'Aide Sahel qui parle de manœuvre, comment l'ex-directeur général de la CMRI a été donc viré, c'est à lire en page 5. Le même journal parle également du Grand Nord avec le quotidien des réfugiés dans les camps recensés, dossier à lire de la page 5 à la page 6 de ce numéro également dans les kiosques ce matin. Et puis Info Matin parle du Mayo Louti à Rona, qui est donc bien entendu l'un des députés de cette partie du pays, du Mayo Louti, et à Bissou Bidon déstabilise le parti au pouvoir dans cette partie du pays. Les militants du RDPC à qui le député veut imposer l'épouse du ministre des Sports se disent d'ailleurs prêts à manifester leur colère lors du scrutin du 7 octobre prochain. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal Info Matin de ce matin. Et puis le journal Cameroun Tribune qui est dans les kiosques parle des victimes des inondations dans l'extrême nord. Les attentions du couple présidentiel au nom du président de la République et de son épouse Chantal Biya. Le ministre de l'administration territoriale est donc dans cette partie du pays, à Tangandi, a remis donc hier des dons et bien d'autres effets à ces différentes familles qui ont été déplacées à cause des inondations et bien d'autres populations rencontrées également par le ministre de l'administration territoriale. Ce sont des informations contenues dans le journal Cameroun Tribune de ce matin qui propose tout un mini-dossier sur sa visite dans cette partie du pays. D'autres informations sont aussi à lire dans le journal Cameroun Tribune. Et puis le jour parle donc de la fabuleuse histoire de Kadi de Fosso. Donc c'est un autre titre également à découvrir. L'homme d'affaires s'est donc éteint hier en Afrique du Sud. Donc le parcours est donc expliqué ici dans le journal. Le quotidien de jour de l'âge aussi et même des hommages à découvrir dans le dossier proposé par le quotidien Le Messager de ce matin. Le journal parle également d'autres choses, notamment des liens indomptables avec les déboires de Norbert Owona, qui a été en tout cas révélé au grand jour, sa situation notamment par Equinox Télévision et précisément Regard Social. Aujourd'hui, la presse également revient et continue donc d'implémenter ce qu'il subit comme souffrance. C'est à découvrir dans le journal Le Messager de ce matin. Le journal, le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle de planification avec le dossier, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui cherche notamment des financements à lire dans le journal. Une nouvelle stratégie de mobilisation de l'épargne nationale a été donc présentée hier par le gouvernement sous la houlette du ministre des Finances. C'est dans le journal Le quotidien de l'économie qui fait également la part belle à Kadi de Fosso, l'œuvre d'un capitaine d'industrie à découvrir dans le journal disponible également ce matin. D'autres informations aussi. Émergence, le quotidien privé bilingue qui est dans les kiosques parle de recrutement des cabinets américains. Quelle plus-value pour l'image de Paul Biya? C'est une grosse question, mais 10 experts se déchirent sur cette question également. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Émergence et avec également un clin d'œil à Kadi de Fosso qui est décédé en Afrique du Sud. C'est dans le même journal. D'autres informations aussi à lire dans Émergence de ce matin. Mutation parle de la présidentielle 2018. Ce qu'il propose aux Camerounais, ce sont ces candidats, en tout cas, revue de projets de société donc de ces 9 candidats à la présidentielle à découvrir dans le journal disponible ce matin, ces mutations et également d'autres informations aussi. Avec également toutes ces infos, on découvre également le Soir hebdomadaire qui parle notamment de l'hommage, ces grandes figures qu'on n'oubliera jamais. On parle bien entendu de Kadi de Fosso et bien entendu de Kofi Annan, qui sont des visages et des hommes bien connus de l'Afrique et qui ont marqué l'histoire sur plusieurs plans. C'est à lire dans le dossier proposé par le Soir hebdomadaire. Et puis l'essentiel pour terminer s'intéresse à Kadi de Fosso, mort d'un grand Camerounais, à lire dans le journal ce matin. Et le journal parle également de la mode
donc de la Gandoura avec ces différents candidats qui s'habillent ainsi pour notamment séduire davantage l'électorat du Grand Nord. C'est à découvrir dans le même journal. L'essentiel disponible dans les kiosques ce matin. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les aficionados de ce plateau. Merci d'être là, d'être avec nous ce vendredi. Vous comprenez bien que nous sommes en fin de semaine. Et en face de vous, il y a le papier de la presse. Camille, bonjour. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour Georges Semé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais là, je cette émission avec un grand éclat de rire. Vous savez ce qui s'est passé à la communauté urbaine de Douala, où le délégué du gouvernement a scellé le bureau du receveur municipal, qui est en retraite depuis 3 ans, mais qui continue toujours d'officier. Ça, c'est l'une des facettes de la grossièreté de la gouvernance de ce pays, où quelqu'un est appelé à entrer à la retraite depuis 3 ans, mais qui reste dans le bureau, qui continue à travailler. Et ça ne met personne à Yaoundé. Vous savez, quand on va se mettre à écrire des incongruités de notre pays en ce moment, les gens vont beaucoup rire, parce qu'il y a tellement de choses incroyables, tellement de choses tout simplement affolantes, qu'on va se demander, mais comment est-ce que ce régime pouvait continuer à fonctionner normalement? Un receveur municipal qui sait qu'il est à la retraite, il occupe une maison de fonction, il continue à travailler, il continue à percevoir de l'argent, il continue à être payé 3 ans après la retraite. Non, mais écoutez, il y aura vraiment de la matière à écrire. En tout cas, ce n'est pas le seul cas. La communauté urbaine, vous avez évoqué, il y a le délégué qui est champion de rallonge également pour plusieurs autres personnalités qui travaillent dans cette structure. Georges Semé, oui, vous avez parlé de rallonge. Vous avez parlé de rallonge, certainement. Il y a d'autres fonctionnaires de la communauté urbaine de Douala qui ont bénéficié des rallonges. Qui bénéficient des rallonges. Effectivement, le DAF, en l'occurrence, parce qu'il est allé à la retraite il y a 2 ans, mais il a bénéficié de cette rallonge dont vous parlez. Mais sur le cas, celle-là, c'est une rallonge administrative normale. Effectivement, elle est tout à fait légale. Alors maintenant, sur le receveur municipal, je crois que la responsabilité devait être partagée entre le délégué du gouvernement et le principal concerné. Pourquoi avoir attendu 3 ans avant de signer cette décision de cessation d'activité? Je crois qu'il aurait pu le faire très tôt, parce que la loi est claire là-dessus. Le jour de votre anniversaire qui consacre votre retraite, vous êtes officiellement à la retraite. Mais ça fait quand même depuis 3 ans qu'il est là, et cette décision aurait pu intervenir très très rapidement. Mais avec cette note de cessation d'activité et avec la nomination d'un receveur municipal intérimaire, je crois qu'on a sifflé la fin de la récréation, pourvu simplement qu'il ne s'agisse pas d'un règlement de compte, parce qu'il y a d'autres informations qui font état de que, voilà, il y a d'autres informations qui font état de que ce monsieur, le receveur municipal, ne voulait plus obtempérer au paiement de certaines factures. Véritablement, vous comprenez bien qu'il y a la vérité est qu'il devait aller à la retraite depuis, et ce départ de M. Tonin est assez tardif, et l'on est en droit de se demander pourquoi maintenant et pourquoi pas un peu plus tôt. Ah oui, simplement parce qu'il a refusé d'obtempérer sur un geste qui était habituel. Mais le délégué du gouvernement aurait pu aussi sceller ça un peu plus tôt. Voilà, il n'a pas fait. Il le faire depuis 3 ans. Voilà, c'est pour ça que la responsabilité devrait être partagée ici entre le délégué du gouvernement et le receveur municipal qui a été chassé. Le délégué du gouvernement qui est sorti de ses gonds lui a donné 8 jours pour libérer la maison de fonction. Et il est bien prescrit que si dans les 8 jours il ne libère pas la maison, on va le virer de la même manière musclée. Alors, c'est sur le tard que ça arrive, de toute façon, on doit le noter, c'est sur le tard que ça arrive. En tout cas, il aurait dû le faire depuis. Il ne peut pas attendre 3 ans pour poser un acte comme celui-là. Jusqu'ici, les choses marchaient convenablement. Il obéissait aux dires et aux injonctions, ou tout au moins aux directives du délégué, jusqu'à ce qu'il refuse certainement de poser un acte qui a été une indication qui a été donc donnée par le délégué du gouvernement. Alors la presse ce matin revient également sur, comme vous le savez, parlant de la nécrologie avec le patriarche, le bâtisseur qui tire sa révérence, la nouvelle expression qui propose tout un dossier de près de 2 pages sur la personnalité qui a marqué l'histoire. 4 pages. 4 pages, voilà, et qui a marqué en tout cas l'histoire industrielle de notre pays et même de l'Afrique. Avec tout cela, on comprend qu'il a laissé quand même une richesse énorme qui pourrait davantage enrichir les nouvelles générations. L'image de la presse a été magnifique ce matin, parce que quasiment tous les titres en ont parlé, et je m'arrête un temps soit peu sur 2 titres qui m'ont impressionné. Celui du Messager qui dit le roi, quand il était faussé mort, vive le roi, et la une de Le Jour qui parle du fabuleux destin de Kadji Fossé. Je crois que c'est cet hommage que la presse devrait en réalité rendre à cet homme immense qui a œuvré dans le cadre économique de notre pays. Je garde de ce monsieur des images très fortes. D'abord en 2015 où
il y avait un effort de guerre qui avait été lancé en faveur des populations qui sont frappées par la guerre contre Boko Haram du côté de l'extrême nord. Et M. Kadji Defosso, avec toute la peine possible, parce qu'il marchait, on le soutenait, toute la peine possible, il est quand même venu à ce rendez-vous et a donné la plus grosse enveloppe qui était de 20 millions de francs CFA. C'est une grosse image que je garde de ce monsieur. Et la seconde image est cette médaille qu'il a reçue du gouverneur de la région du littoral en mai dernier, chevalier de l'ordre du mérite camerounais, je crois, qui honore en fait tout ce qu'il a fait sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et même sur le plan sportif pour ce pays. On ne va pas revenir sur son immense entreprise économique avec partie du tabac, après du café, de l'import-export, l'immobilier, plusieurs industries qui ont employé beaucoup de Camerounais. Également, sa dernière œuvre, tout le monde se rappelle de ce supermarché qui a été inauguré du côté de Bonaprézo, le Kadji Square, et la Kadji Sport Academy, que va-t-on dire, qui a formé d'importants joueurs. Et je crois que c'est la première quand même école de formation des footballeurs d'un pays. Ce que les gens ne savent certainement, Kadji est mort. Kadji tenait jusqu'à 95 ans lui-même personnellement les rênes de son immense empire. Aujourd'hui qu'il est mort, il est évident que le problème va se poser quant à l'héritage direct de la gestion de tout cet empire. Donc vive le roi, vive quel roi? Vive le roi est mort. Vive ce roi qui est mort, maintenant, on attend de voir celui qui va maintenant succéder à la tête de l'Empire. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup cette formulation, mais qui aussi vaut son pesant dans. Cependant, il est évident qu'avec cette présence de Kadji Defosso dans tous les médias, à la une de tous les journaux, et dans les bulletins d'information de toutes les télés, ça démontre tout de même que ce monsieur était un géant de l'économie dans ce pays. Très bien. Oui, c'est un aspect que je voulais pas éluder parce que vous savez que lorsque un homme fortuné décède, il y a toujours des tractations qui se passent sur son héritage et sur celui qui va, comme le doyen l'a dit, celui qui va désormais conduire l'héritage du roi. Je ne veux pas revenir également sur l'affaire de la famille, la malencontreuse affaire de la famille Sopoprizo. On espère on croise les doigts pour que le virus des Sopoprizo n'atteigne pas en tout cas, la famille Kadji. On ne sait pas. De toute façon, on espère que tout va se dérouler la dans transmission des s'est même déjà opérée avec voilà. son fils et sa fille sur les différentes entreprises qu'il contrôle. Alors, donc, on parlait de tout cela. Dans la presse ce matin, on peut faire le tour et lire le traitement qui est réservé, en tout cas, à ce grand homme qui a marqué l'histoire de notre pays sur le plan économique, sur le plan industriel et sur le plan culturel même, et sportif aussi. Donc, on peut déjà lire tout cela dans la presse. Alors, autre chose que la nouvelle expression propose ce matin, on parle de la présidentielle 2018. Un complot en zone anglophone, c'est le Social Democratic Front qui le révèle. C'est ce qui s'est dit tout bas au cours du dernier NEC où on a persiflé que le gouvernement serait en train de vouloir délocaliser les bureaux de vote dans le sud-ouest et dans le nord-ouest à son profit, quoi. Bon, il faut aussi dire, et ça c'est aussi la vérité, c'est que beaucoup de gens espéraient qu'avant l'élection présidentielle, la situation du sud-ouest et du nord-ouest aurait eu le temps de s'estomper ou du moins de revenir à 37 ou au moins à 37,5. Mais aujourd'hui, on voit que les sécessionnistes ne lâchent pas et sont même déterminés à aller jusqu'à l'élection. Et la préoccupation, celle-là, elle est légitime du gouvernement, est que il y aura élection, mais il ne faudrait pas que ce soit au risque de la vie des populations. Alors, quelle solution pourra-t-il trouver? Les gens courront-ils le risque d'aller voter à Woum, ou du côté de Batibo, ou du côté de ces zones où il y a des morts et des attaques tous les jours? Ce problème est une grosse équation. Donc, que les SDF parlent d'un complot pour qu'il n'y ait pas de vote, non, moi je pense qu'il y a du côté du gouvernement un souci de pouvoir permettre aux populations de ces régions de pouvoir voter, il est vrai, dans un cadre délocalisé, mais de pouvoir voter tout de même, parce que vous savez très bien que la loi est précise là-dessus. S'il n'y a pas vote dans certaines régions du pays, l'élection sera invalidée. Donc, complot, pourquoi? Pour qu'il y ait une délocalisation. Je ne sais pas si c'est un complot, je pense plutôt que c'est une mesure conservatoire qui permettra à ce que le vote se déroule. Alors, de comme vous prendrons les exemples du Mali où les élections sont déroulées sous fond de tension à certains endroits où il n'y a même pas eu élection, en tout cas, des bureaux de vote, mais on a fini par donner les résultats attendus par les candidats. Bien, au Mali, c'est 20% du territoire qui n'a pas participé au vote. Les territoires qui sont en proie
à une guerre terroriste. 20%, donc 80% ont quand même participé au vote et ça a donné les résultats que tout le monde sait. Bon, au Cameroun, je crois qu'on est dans quasiment le même schéma. On est dans quasiment le même schéma, même si l'ampleur de la crise n'est pas encore tout à fait au niveau malien. Mais je crois qu'il y a des prémices qui sont en faveur de ce qu'on pense que dans ces deux régions, le vote sera perturbé. D'ailleurs, les sécessionnistes ont adressé plusieurs menaces à l'endroit d'abord des votants, mais également à l'endroit des autorités, sur ce que le vote ne devrait pas se passer dans ces deux régions. Alors, le SDF aujourd'hui dit qu'il s'agit d'un complot de la part de l'État pour que le vote ne se tienne pas dans ces deux régions. Je ne pense pas. C'est vrai qu'on peut soupçonner la délocalisation des bureaux de vote du nord-ouest au sud-est, parce que le sud-ouest est moins impacté par cette crise que le nord-ouest. Et sachant que le sud-ouest est plus favorable au RDPC, le SDF a raison de penser qu'en délocalisant ces bureaux de vote du nord-ouest au sud-ouest, il perdra son électorat du nord-ouest en faveur de l'électorat du RDPC. C'est peut-être pour ça qu'il parle du complot. Mais je pense d'abord qu'il y a une question conjoncturelle. Le vote sera certainement perturbé de ce côté et l'État sont en train de trouver les voies et moyens afin que le vote se déroule quand même dans ces deux régions, même si c'est de façon partielle, mais qui se déroule quand même afin qu'on ait un vote quasi intégral qui couvre toutes les 10 régions du Cameroun. Et le Premier ministre sort d'une tournée d'une semaine là-bas. Je crois qu'avant lui, M. Tangandi a séjourné et je pense qu'ils sont en train de trouver toutes les solutions pour que le vote se tienne, même s'il s'agit d'une délocalisation, qu'il se tienne quand même dans ces deux régions. Alors, on a appris justement de la bouche du ministre de l'administration territoriale que toutes les mesures sont en train d'être prises pour que les votants soient en sécurité et que les CAM également soient aussi protégés contre toutes les éventuelles attaques qui pourraient donc survenir avant, pendant et après le scrutin. Donc c'est à lire également dans la presse. Autre chose que propose le journal, on parle de la crise anglophone, 117 villages attaqués et brûlés. Ben oui, ça c'est le bilan. Oui, mais ça c'est le bilan. Et le bilan, on ne sait pas si c'est un bilan provisoire. Parce que vous savez très bien que depuis le début de cette crise, cette partie du pays est en proie à des incendies, à des destructions. Et c'est le centre l'épicentre pour les droits humains et la démocratie en Afrique qui le révèle après une enquête menée. Oui, mais cette enquête menée, elle est là pour compter les villages qui sont brûlés, les populations qui sont déplacées, en fait des conséquences de cette crise-là. Mais maintenant, le problème c'est quelle solution? Comment faire pour amener les populations? Comment faire pour faire taire les armes? Comment faire pour amener les belligérants? Et moi, quand je parle des belligérants, je parle beaucoup plus des groupes armés qui attaquent, qui, au nom de la liberté, de leur liberté de vouloir créer leur propre pays, sont en train de s'en prendre à leurs propres frères. Bon, à moins qu'eux, ils estiment qu'ils ne sont plus Camerounais, et d'ailleurs c'est ce qu'ils pensent d'ailleurs, puisqu'ils appellent les soldats du Cameroun la République du Cameroun, et qu'eux, ils sont ambazoniens. Alors leurs cousins d'hier, ils les massacrent. Ils brûlent leurs villages, ils brûlent leurs écoles. Ils ne pensent même pas à l'avenir. Voilà la rentrée qui est en train de vouloir commencer. Ils se foutent pas mal de l'avenir de ces enfants qui devaient aller à l'école, qui devaient aller dans les collèges. Donc, ce bilan-là n'est pas exhaustif et il n'a pas fini de s'allonger. Mais moi, je pense que quand on fait le compte, c'est de plus en plus lourd et c'est pas bien. C'est pas bon pour le Cameroun, c'est pas bon pour la jeunesse, c'est pas bon pour l'émergence de ce pays. Alors, c'est un rapport qui exagère 177 villages ou simplement pour créer davantage de la psychose? Le doyen dit que c'est un bilan qui n'est pas exhaustif et qui peut s'alourdir, mais je pense quand même que 117 villages, c'est un peu trop. 117 villages, je crois que c'est quasiment tous les villages de la région du nord-ouest, du sud-est qui n'existent plus. Il y a des villages qui ont été attaqués, bien évidemment. Il y a également des édifices publics qui ont été attaqués. Je ne sais pas si ce rapport dont je n'ai pas pris connaissance ressort également. Parce que quand on dit 117 villages attaqués et brûlés, c'est certainement du fait des forces de l'ordre camerounaises. Alors, il faudrait qu'on note également qu'il y a des expéditions punitives qui sont effectuées à l'encontre des symboles de l'État et des édifices publics et même des établissements scolaires, des centres de santé. Sinon, ce ne serait pas un rapport équilibré. Mais sur le nombre de 117 villages, je crois que c'est assez gros, même si on a des images qui nous reviennent de ce que certains villages ont été attaqués dans le cadre de la crise anglophone. Mais il faut que ce soit équilibré. Parce que quand on dit village attaqué et brûlé, c'est pour faire porter le chapeau à l'armée camerounaise. Or, les sécessionnistes également, ils attaquent les édifices publics, ils brûlent les centres de santé
et tous les symboles qui représentent l'État. Mais je quand vous dites également, c'est eux les gestionnaires qui commencent, c'est eux qui viennent terroriser les villages, c'est eux qui tirent sur les gens, c'est eux qui brûlent les symboles de l'État dans les villages, qui brûlent les écoles, qui brûlent les centres de santé. À ce moment, en réaction, l'État, l'armée camerounaise, qui a le devoir non seulement d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais au moins de maintenir la paix. À ce moment-là, l'armée arrive. Mais ne dites pas que l'armée serait arrivée pour brûler les villages, alors qu'il n'y a rien là-dedans. Et c'est une histoire qui est vraiment affolante. Elle est affolante parce qu'on se retrouve dans une histoire où, et c'est là que moi je pointe un doigt accusateur sur ce qui se passe du côté de Konotiti. Regardez tout ce qui se passe du côté même de Woum, parce que on est entre, vous dites que l'épicentre c'est dans le nord-ouest, mais c'est beaucoup plus dans le sud-ouest. Regardez du côté de Woum, où cette nuit encore, il y a eu un clash entre les forces de l'ordre et des bandes armées. Donc moi je pense que c'est une situation qui est assez intenable et qui, pour ces gens-là, ces gens-là veulent absolument que l'élection arrive et trouve cette situation et qu'ils ne puissent pas avoir élection dans ce qu'ils appellent leur propre pays. Avant les élections, il y a la rentrée scolaire également. Donc, voilà. Ce sont des faits. De toute façon, le journal revient sur la question parlant de 177 villages attaqués et brûlés. Et c'est donc ce que révèle le Centre pour les droits humains et la démocratie en Afrique. Alors qu'on attend bien entendu les élèves en début septembre. C'est à lire en page 6 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Émergence parle donc de recrutement des cabinets américains. Il se pose une question, quelle plus-value pour l'image de Paul Biya? Écoutez, vous savez que la technologie et l'expertise américaine a souvent été, à juste titre d'ailleurs, considérée comme la plus pointue du monde dans tous les domaines. Mais je pense quand même que le président de la République s'est attaché à bien avant les Américains, les services des Français. Et avec ces services, il a toujours remporté son élection. Et cette fois-ci, il veut les Américains, il la remportera toujours. Mais pourquoi n'avoir pas pensé à une expertise locale? On s'interroge toujours quand on voit le montant de l'enveloppe qui sera dépensée pour ces Américains. Alors que le même service, puisque l'expertise locale est formée à l'étranger, le même service aurait pu être octroyé localement avec le même rendement et avec une victoire au bout de l'élection. Mais on a préféré s'attacher des services étrangers. Il est libre, confiance peut-être. Bien sûr, il est libre de faire ce qu'il veut, mais je crois qu'on aurait économiser assez d'argent et permettre à ces entreprises locales de démontrer le savoir-faire en les impliquant dans la campagne, dans le polissement de l'image du président de la République. Mais il a choisi l'expertise étrangère. Eh bien, je crois qu'il a les moyens pour ça et il n'avait pas besoin de ça quand on sait qu'il dispose de tous les instruments pour lui permettre de gagner. Il aurait mieux fait de consommer camerounais, de rester dans le slogan pour lequel lui-même il milite, en donnant cette cagnotte à une entreprise camerounaise qui aurait peut-être pu avoir ce marché et grandir davantage, mais malheureusement, cette expertise américaine nous a été présentée. On espère que ce n'est pas encore confirmé et qu'il pourra revenir sur sa décision en impliquant plus les nationaux que alors, les étrangers. En tant que candidat, il vous dira qu'il est libre de recruter qu'il veut pour assurer son image et même sa communication. Oui, mais moi je pose une question. Le lustrage de l'image du président de la République va s'adresser à qui? Au Camerounais ou à l'étranger? Parce qu'il y a bien ce lustrage qu'on balance à travers la presse internationale pour qu'à l'étranger on voit que voilà un président que tout le monde aime, que tout le monde adore, que tout le monde attend, que tout le monde porte dans le cœur. Mais moi je pense que le lustrage de l'image du président de la République, c'est d'abord au Cameroun et aux Camerounais qui sont appelés à voter. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fait un peu tiquer, parce que quand on lit les titres des journaux, quand on voit les opérations de préparation de cette campagne présidentielle, quand on voit les millions d'argent qui sont cotisés à gauche et à droite pour financer l'élection du président de la République, du candidat sortant, ce qu'on n'a jamais d'ailleurs vu dans aucun pays au monde. Quand les gens liront les journaux dans 10 ans, ils vont se dire que vraiment en 2018, Paul Biya était tellement aimé que tout le monde ne parlait que de lui, tout le monde ne jurait que par lui. Il y a 20 partis d'opposition qui l'ont rallié, il y a un groupe de 35 associations de jeunes qui l'ont rallié, et tous les journaux ne faisaient que ceci, tous les ministres ne faisaient que cela, les hommes politiques même abandonnaient même leur candidature pour venir ce journal. Mais est-ce que ce sera la vérité? Le lustrage de l'image du chef de l'État, moi je pense qu'il n'y a pas meilleur lustrage que sa présence lui-même, elle-même auprès des Camerounais. Sa présence au sud-ouest, au nord-ouest,
sa présence à l'extrême nord. Et surtout, sa présence sa proximité avec les Camerounais. C'est la meilleure image. Donc, moi, je dis qu'on a vu au début des années... alors, donc, Émergence a raison de poser cette question. Quelle plus-value pour l'image de Paul Biya? Dans une élection, je ne sais plus quelle année, on avait présenté Paul Biya comme l'homme lion. Vous savez que ça a été une image catastrophique, taille de lion qui bouffe tout le monde. Le lion, mais alors que dans la tête du cabinet français, qui se dit que le lion c'est le roi de la forêt, c'est lui que tout le monde aime, lui il oublie que nous en Afrique, on sait que le lion c'est le plus grand prédateur. Alors, ces occidentaux-là qui viennent, qu'on appelle pour venir illustrer nos images, il faut que ces opérateurs sachent qu'il faut respecter nos canons, nos réalités sociologiques, sociétales et tout le reste. D'accord, alors Émergence parle de ça et 10 experts donc, se déchirent sur cette question. C'est à lire dans le numéro de ce matin, et tout comme Mutation aussi qui revient. Et ce qu'ils proposent aux Camerounais, ce sont là les différents candidats qui sont en train de faire le tour des médias, des localités pour informer, proposer chacun son projet de société. Comment convaincre l'électorat et être donc plébiscité le 7 octobre. Vous savez, on est en période de pré-campagne et chacun va de son petit discours enjolivé pour s'accaparer de l'électorat. J'ai suivi deux candidats qui ont... Bon, il y a un, monsieur aussi, qui a présenté son projet de société. Il y a un autre que j'ai suivi, monsieur Libi, sur un plateau de télévision qui dévoilait quelques pans de son projet politique. S'il faut m'arrêter sur ces deux-là, je pense qu'il y a du bon là-dedans. Il y a du bon. Mais je crois quand même, lorsque je prends monsieur aussi, qui dit qu'il va délocaliser, par exemple, le chef-lieu de la région du centre dans une petite ville de cette région et faire disparaître les NAM et faire passer le SMIC de 165 000 francs CFA à 300 000 francs CFA en 5 ans, je crois quand même qu'il y a, c'est flatteur, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il ne s'agit pas de marketing politique? Est-ce que en promettant des choses quasiment irréalisables, quand on n'est pas la gestion des affaires du pays, est-ce qu'on ne fait pas comme ceux qu'on veut remplacer? Donc, il faut qu'on présente aux votants des programmes réalistes, des programmes faisables, pour utiliser cette expression, afin que ceux qui viennent vous voter sachent quand même que si vous leur proposez, par exemple, un SMIC à 165 000, que ce soit véritablement réalisable après que vous ayez gagné l'élection présidentielle. C'est pas le cas. Merci. J'ai peur qu'après cette émission, vous nous receviez une volée de boîte. Certains militants du SDF qui ont dit que vous êtes en train de déconstruire la campagne. Non, on est simplement on dit tout simplement le programme aussi est bon, vous comprenez, comme d'autres programmes. C'est-à-dire que c'est ce que les Camerounais attendent. Les Camerounais attendent qu'on fasse des projets de société. Mais qu'on nous dise que, par exemple, fermer les dames est une priorité ou enlever la capitale régionale. On aimerait bien voir ça. Franchement, je dis que ces programmes sont absolument réalistes et il ne faut pas faire comme ceux qui sont actuellement qui tiennent les rênes du... En tout cas, on retient que ce sont des propositions de toute façon, des propositions qui pourraient voir ou être réalisées dans le cas où ils se retrouvent aux affaires, puisqu'on attend au lendemain du 7 octobre. C'est le grand jour, très attendu par les différents candidats. Merci à vous, chers messieurs. Nous laissons le son lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose sur ces différents sujets. Le meilleur, c'est dans les kiosques, justement, et dans les tabloïds. Alors, bon week-end à vous, à lundi, avec le même plaisir. Et surtout, ne ratez pas les rendez-vous de ce week-end sur Equinox Télévision. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image.